Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, on parle du modèle de régression linéaire simple. Le modèle de régression linéaire simple. Si tu es prêt à taper ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, pour commencer, je voudrais déjà dire que ce cours, enfin ce tutoriel ou cette capsule n'est pas une capsule d'économétrie. Je ne suis pas en train de faire un cours d'économétrie. Ce que je voudrais te montrer, c'est comment appliquer ou bien comment, c'est pas, passer à l'étape supérieure. Après que tu aies déjà fait ton cours d'économétrie, compris les concepts, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus besoin toi-même de faire tous les calculs à la main. Tu auras besoin d'une machine pour te faire les calculs et que tu avances, que toi tu puisses interpréter les résultats et avancer. Et donc, c'est ça ce que R va faire. C'est un peu comme le niveau, le deuxième niveau, quoi, le niveau supérieur. Donc, il faut comprendre que c'est ça. Ce n'est pas un cours d'économétrie que je suis en train de faire. Ça, c'est très important de le préciser avant de commencer. Deuxièmement, je voudrais aussi être sûr que tu as déjà ta base qui est incorporée dans le logiciel. Ça y est, si tu ne sais pas comment tu fais pour importer ta base dans le logiciel, j'ai fait une capsule sur ça, comment importer une base de données dans R et tout. Tu peux chercher ça, regarder. Et puis incorporer. Donc, on va supposer ici que la base est là. Bon, maintenant, je peux aussi rappeler rapidement que tu peux faire import dataset et puis importer la base ou enfin faire read CSV et puis avancer. On suppose que c'est fait. Ça y est. Alors, si ces deux éléments sont en place, on y va. Pour travailler, on va utiliser la base mtcars data. Donc, je fais data mtcars pour importer moi ma base de données. Donc elle va s'appeler mtcars. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je voudrais d'ailleurs dire un gros coucou à tous mes amis qui me suivent depuis le Mali et qui me suivent depuis la Turquie. Le signal que je reçois devient de plus en plus imposant. Merci, merci, merci à tous ceux qui me suivent depuis le Mali et depuis la Turquie. Ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, notre base est chargée. mtcars, on peut regarder rapidement l'entête. On fait head mtcars. Donc, c'est une base qui est relative à des véhicules aux États-Unis dans une période donnée. Elle est intéressante parce que ici, on a des variables qui sont catégorielles. On a des variables qui sont catégorielles. On a aussi des variables qui sont continues. Donc, on a vraiment un ensemble, enfin, l'ensemble de ce qu'il nous faut pour pouvoir bien expliquer les choses. Donc, on va l'utiliser. Alors, pour travailler aujourd'hui, puisque ce sera essentiellement le modèle de régression linéaire simple, on va utiliser MPG. Pour le mile per gallon, on va utiliser weight. Alors, le modèle de régression linéaire, pourquoi? Parce que, tu vois, dans la réalité, on a souvent besoin d'expliquer des phénomènes. On a besoin d'expliquer des phénomènes. Je prends un exemple, par exemple, hein. On dit que on veut expliquer la consommation des agents économiques. On va expliquer la consommation des agents économiques. Et pour expliquer la consommation des agents économiques, on va utiliser plusieurs variables, entre autres, et on aura le revenu, n'est-ce pas? Le revenu. Donc, on va dire quand le revenu, par exemple, augmente, on consomme plus. Quand le revenu est petit, on consomme moins, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc, mais ce n'est pas seulement le revenu qui peut expliquer la consommation. Il y a plusieurs autres facteurs, comme par exemple, c'est pas l'état de santé, c'est pas la catégorie socio-professionnelle, la culture et plein d'autres choses qui peuvent expliquer ça et la consommation. Donc, et c'est pas seulement cet exemple, il y a plein d'autres phénomènes qu'on peut expliquer de cette façon-là. Donc, pour pouvoir le faire, on va utiliser un modèle de régression linéaire. Regardons déjà ceci. On va attacher on va attacher mtcars, on attache et faisons un plot de mile per gallon et de weight. Faisons un plot de mile per gallon. Bon, je vais prendre le point de caractère à 20. Prenons le point de caractère à 20. Voilà. Donc, tu vois ici, on peut dire que le mile per gallon, je te rappelle hein, que c'est, enfin, quand on dit gallon, c'est un peu comme un litre d'essence. Un litre d'essence. Donc, quand je prends un litre d'essence, combien de kilomètres, enfin, combien de mètres ça va me permettre de parcourir? Combien de mètres ça me permet? Donc, c'est ça le mile per gallon, pas le mile par litre d'essence, quoi, par gallon. Ça y est. Alors, le weight, c'est le poids du véhicule. Et on remarque clairement que quand le véhicule est lourd, plus le véhicule est en train d'être lourd, on le remarque là, et on remarque que la distance parcourue sera faible. Ça y est, c'est quand le véhicule est lourd, la distance parcourue est faible. Donc, pour expliquer la distance parcourue par gallon, on va dire que
le poids du véhicule affecte cette distance-là de façon négative. On voit ça clairement, c'est de façon négative. Ça, c'est beau de le dire comme ça. Mais de façon scientifique, de façon plus technique, on va se dire, si ça affecte le miles per gallon vers le bas, ça affecte le miles per gallon vers le bas de combien? C'est là où tout va changer. C'est de combien? C'est quand le poids va augmenter d'une unité, le miles per gallon va diminuer, on le voit. Mais ça va diminuer de combien? C'est en cherchant, en allant vers ce niveau de précision-là, qu'on aura besoin d'un modèle de régression. Et pour pouvoir faire les calculs, comme tu le sais déjà, on va utiliser la méthode des moyennes carrées ordinaires. La méthode des moyennes carrées ordinaires consiste à minimiser la somme du carré des écarts. Alors, on va voir comment ça se passe de façon très rapide dans R. On va écrire notre modèle, on va appeler ça fit. Le modèle, je vais l'appeler un fit, comme on le dit en anglais. Et pour faire donc pour faire un modèle de régression linéaire dans R, on utilise la commande LM. LM pour dire linear model. Ok, j'aurais pu appeler ceci modèle, mais tu vas voir qu'on va souvent écrire, on va écrire beaucoup de fois fit. Tu vas voir quand c'est très long, ce n'est plus très intéressant. Donc je te conseillerais de prendre quelque chose de simple, quoi. Si tu veux dire modèle, écris mode peut-être, ou bien si tu veux dire détail, c'est pas, tu écris date, parce qu'à la suite tu vas devoir l'écrire beaucoup de fois. Si c'est trop long et tu vas l'écrire beaucoup de ça te prend du temps. C'est pourquoi je te demande de prendre un truc qui est simple. Ça y est, bon, ça c'est une parenthèse. Alors regarde ce qu'on va faire. On va considérer, on sait que la spécification générale, c'est Y est égal à bêta 0 plus bêta 1 ins, n'est-ce pas? Donc, regarde, ce que je voudrais que tu gardes, c'est que ce sera Y, le Y et les ins. Ça y est, le Y et les ins. Donc, c'est comme ça qu'on va l'écrire ici. On va écrire mile per gallon, le Y, c'est ce qu'on veut expliquer. Et les ins, c'est les variables explicatives. Donc, on va faire un tilde comme ça pour dire le y et les ins. Et ici, donc la variable explicative, puisqu'il s'agit d'un modèle de régression linéaire simple, donc une variable explicative et une variable à expliquer. Seulement ça, hein. Lorsqu'on va dépasser ça, on parle du modèle de régression multiple. Et donc, on fait comme ça et on va faire θ empty chaos. Voilà, et on va faire fit. Et lorsqu'on fait comme ça, on exécute, c'est très facile de voir ici que R nous donne déjà un aperçu, c'est un avant-goût que R nous donne quoi? Très simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie le col. La formule qu'on est en train d'utiliser, c'est miles per gallon weight. Donc, le Y, c'est les miles per gallon. Ce qui va expliquer le miles per gallon, ça y est, c'est le poids du véhicule, le weight. Et la base qu'on est en train d'utiliser, c'est la base empty case. Alors, il y a le fait que si tu attaches la base, tu n'as pas besoin de mettre détail, ainsi de suite. Moi, je te conseillerais, quand tu écris ton modèle, de toujours écrire détail et de mettre la base que tu es en train d'utiliser. Ça y est, il faut toujours faire ça. Simplement quoi? Pour permettre à R de ne pas faire de mélange dans les bases. Ça, c'est très important de le souligner. Et on voit ici clairement que tu vois l'intercept, donc notre bêta 0 est de 37,28. L'intercept en réalité c'est quoi? C'est la valeur du mile per gallon, c'est la valeur du mile per gallon lorsque le weight est 0. Donc tu vois, si weight prend la valeur 0, disons 0,0 qui est ici, le mile per gallon lui sera quelque part là, 37, on va le voir tout à l'heure avec la droite elle-même. Je vais te montrer ça tout à l'heure avec la droite elle-même. Et puis on voit le coefficient, donc le bêta 1 de weight qui est négatif. Le signe- nous dit clairement que la relation est négative. Ça y est, la relation est négative. Et puis ce qu'on a ici, les 5,34, c'est la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure. Lorsque le poids va augmenter d'une unité, on est là sur que le mile per gallon, c'est que le mètre qu'on va faire par litre va diminuer de 5,34 unités. On est d'accord? Donc c'est ça, le modèle de régression linéaire nous permet de répondre à des questions aussi pointues que celle-là. On est d'accord? Alors, mais ça c'est juste un aperçu. Pour regarder le plus d'informations que le modèle nous donne, il faut faire summary. Il faut faire summary et on va faire fit. Donc summary fit. Tu vois déjà, on est en train d'écrire fit plusieurs fois. Hein. Donc summary et fit. Lorsque tu fais summary et fit, ce qui sort est très simple. On a le col, le modèle qui est défini. On a les résidus qui sont très importants dans un modèle de régression linéaire. Donc on a le minimum, le maximum et ainsi de suite. On a les coefficients, enfin la partie coefficient qui nous donne les estimations. Donc l'estimation de bêta 0 qui est l'intercept qui est là et l'estimation de bêta 1, le coefficient de weight. Ça y est. Et puis c'est la même chose que ce qu'on avait là en ramassé. Ça y est. Mais il va plus loin. Il nous donne l'écart type.
l'écart type de l'intercept et l'écart type donc de weight, de notre variable weight. Et on a la valeur t. Alors la valeur t, c'est quoi? C'est si il faut simplement prendre la valeur de la valeur estimée. Ça y est, si par exemple je prends moins 5,3445, la valeur estimée, que je divise par l'écart type de ce coefficient là, le coefficient qui est dans la distribution du coefficient, donc l'écart type de ce coefficient là, ça y est. Donc si tu fais ceci divisé par ceci, tu auras ce résultat là, c'est la valeur t. Et c'est cette valeur là qu'il faut simplement comparer quand tu es en train de travailler avec alpha, enfin en supposant que tu es dans un two-sided et que bon, le risque que tu prends est juste de 5%, tu prends un risque de 5% de te tromper. Donc, tu compares ça à 1,96 et puis c'est là et tu prends la décision. Maintenant, la p-value aussi te permet de prendre la décision et on voit ici que la p-value ici est largement inférieure à 0,05. Donc, on accepte l'hypothèse que ce coefficient-là est statistiquement significatif. Ça y est. Donc, si on augmente le weight d'une unité, il y a le mile per gallon qui va diminuer de 5,34 unités et c'est un résultat qui est statistiquement significatif. Alors, regarde, je vais te montrer aussi ceci, enfin, c'est juste, comment je vais dire, une façon de te montrer comment tu lis la significativité. Hein. Donc, il y a SyncCode qui t'envoie et ça te dit que entre 0 et 0,001, le niveau de significativité est très élevé. Donc, si tu as ta p-value, qui est entre 0 et 0,001, le niveau de significativité est très élevé. Quand la p-value est entre 0,01 et 0,001 et 0,1, c'est moins élevé. Quand c'est entre ceci, tu vois, c'est faible. Et quand c'est au-dessus de 0,1, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire et comprendre ce truc-là. C'est pourquoi on va toujours souhaiter que notre p-value soit en dessous, de 0,05 pour pouvoir accepter notre hypothèse alternative, c'est-à-dire rejeter l'hypothèse nulle et prendre l'hypothèse alternative. Ça peut aller. Donc c'est ça. Et maintenant, de plus intéressant, on a l'écart type du résidu. Ça y est, c'est cet écart type de résidu qui va te permettre de calculer les écarts types pour chaque coefficient. Donc, on a ça avec son degré de liberté. On a le R carré ajusté qui est très important ici. Donc, le R carré ajusté de 0,7446 nous dit que la variation dans le mile per gallon, c'est-à-dire la variation du mile per gallon, ça y est expliquée à 74,46% par déjà le poids du véhicule. Donc, le poids du véhicule nous explique déjà à 74% le mile per gallon, c'est la variation de le mile per gallon. Mais regarde, 74% peut être encore très faible. Hein? On peut le regarder encore très faible. On peut se dire, on voudrait, pour être sûr qu'on ait une explication jusqu'à 95%, 99%, pourquoi pas 100%. Ça y est. Voilà, donc on se rend compte clairement de ce qu'il y a plein d'autres paramètres qui nous permettent d'expliquer le mile per gallon, donc des véhicules qu'on a dans ce échantillon que nous sommes en train d'étudier. Maintenant, on a aussi la F statistique, la statistique F qui est de 91,38 et une p-value qui est de 1,29. Donc, qui nous dit que le modèle que nous avons spécifié là de façon globale est significatif. On est d'accord? Donc, la significativité globale du modèle est acceptée. Ça y est, bien qu'il y a plein de choses qu'on puisse encore fait. Donc voilà ce que Summary nous renvoie de façon très ramassée et qui est très important. Et on pourra donc écrire ici simplement déjà, et on pourra commencer déjà par écrire que mile per gallon chapeau, ça y est, le Y chapeau, mile per gallon, on va écrire chapeau comme ça, ça y est égal à, le mile per gallon chapeau est égal à, regardons bien ici, ça fait 37,2851. Ça y est, moins 5, je vais écrire un peu collé comme ça, moins 5,3445 fois 8. Ça y est, donc le mile per gallon chapeau est égal à 37, moins 5,34 fois le 8. Et puis, tu vois, cette équation que nous avons ici, comme ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la droite de régression. Donc, c'est la droite de régression. C'est l'équation de la droite de régression. On est d'accord? Donc, c'est très simple et très intéressant de le voir comme ça. Ça, c'est un modèle de régression linéaire qui est totalement simple.
une variable à expliquer, une variable explicative et le modèle est tout simple. On est d'accord là? Alors, regarde, il y a plein de choses qu'il faut encore savoir à cet effet. Regarde, je te montre. Je te montre. Si je fais par exemple name, si je fais names et je fais fit, je fais names fit, regarde, il y a plein d'autres éléments qui apparaissent. Donc, on est parti déjà d'un truc qui est très petit. On a regardé summary fit, on a eu plus d'informations. Mais il y a encore plein d'autres informations qui sont cachées à l'intérieur de ce fit, seul fit qu'on a là. Plein d'autres informations. On peut obtenir par exemple les coefficients, on peut extraire les résidus, on peut obtenir la valeur, les fitted values. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Et on peut obtenir plein d'autres choses. On peut obtenir les QR et ainsi de suite. Et faire plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. Alors, les résidus, c'est quoi exactement les résidus? C'est simple, hein? Quand tu fais un modèle, le modèle est toujours une approximation de la réalité. Le modèle, c'est pas la réalité, ça y est. Donc, un modèle, c'est une approximation de la réalité. Et quand tu es en train d'approximer la réalité, cousin, il y aura toujours un peu d'erreur. Il y aura toujours un peu d'erreur quand tu approximes, ça y est. Donc, le modèle que nous avons ici, qui est ainsi défini là, ça y est, ce modèle et la réalité, il y a une petite erreur. C'est cette erreur-là qu'on appelle en réalité le résidu. C'est le résidu. Et puis, dans ce résidu, on met plein de choses, hein, l'erreur de spécification, l'erreur de mesure, l'erreur de... Il y a plein d'erreurs qu'on met quand on est des êtres humains. Donc, il y a tous ces modèles-là qu'on met, ces erreurs-là qu'on met dedans dans les résidus. Et puis, c'est ça. Alors, je te montre, regarde. Quand je fais mile per gallon, et on exécute, regarde, ça c'est la variable qu'on a, c'est dans notre base de données empty cars. Donc si je prends mile per gallon, c'est ça, le premier on a je crois 32, regarde, je peux regarder rapidement team, empty cars, regardons rapidement là, d'accord, donc c'est 32 observations, hein, ça y est, et 32 observations, oui, pour les 11 variables, d'accord, donc pour les 32 c'est un peu ça, ça y est. Maintenant si je fais weight, donc tu vois, mile per gallon, par exemple, pour le premier, le mile per gallon était de 21,0 et pour le deuxième, ça fait 2,62. On est d'accord? Alors, regarde, si tu prends cette valeur de 2,62 que tu mets dans ce modèle ici, tu remplaces ici, ça y est, tu fais le calcul proprement, tu auras le mile per gallon chapeau, le Y chapeau, n'est-ce pas? White hat, comme ça on dit en anglais, le white hat, n'est-ce pas? Maintenant, cette valeur que tu as là, elle ne sera pas la même chose que ce qui est ici. Ça, c'est ce qui est dans la réalité. On va voir ça tout à l'heure sur le graphe. Je te montre ça tout à l'heure sur le graphe. Donc, ce qui est dans la réalité, ce n'est pas les mêmes choses. On aurait pu faire le calcul à la main, mais dans R, il y a une façon de faire le calcul tout en un seul code, quoi. C'est l'option qui est là, c'est l'option fitted values. Donc, si je fais fitted value, bon, en fait, il y a deux options qui s'offrent. Si tu fais fitted seul, tu écris le modèle, ça va te faire la même chose. Si tu fais fitted value aussi, c'est la même chose. Bon, fitted value, c'est parce que c'est un peu long qu'ils ont réécrit le code avec fitted. On est d'accord. Donc, on va prendre fitted value par mesure de, enfin, pour pas consistance, quoi. Et je fais fitted value. Donc, regarde bien ici, là. Pour le premier, au lieu de faire les calculs à la main, donc, tu vois, on a le fitted value qui est de 23,2826. Bon, si tu ne me crois pas, je vais te faire ça. On va faire ça à la main, tu vas voir. Si tu ne me crois pas, on fait ça à la main. On va faire ça à la main, tu vas voir. Pour une seule fois. On fait 28,51. Ça y est. Moins 5,3445 fois. Ça y est, on va prendre la valeur de weight. Donc, la valeur de weight, on est dans le premier cas, et ça fait 202,62. Donc, on va mettre ici fois 2,62. Et en fait, si on fait le calcul, tu vas voir que ça fait 23,2825. Donc, c'est ça, 23,2825, donc 26 arrondi. On est d'accord, arrondi 23,26. Donc, tu crois, non? Alors, au lieu de le faire pour un à un, quand tu utilises fitted values, ça te donne tout le fitted. Ça y est. Maintenant, on peut maintenant regarder, ça c'est la valeur qu'on a observée, c'est le Y, le mile per gallon qu'on a observé qui est de 21,0. La valeur du modèle, le fitted value, c'est que quand on a fait la droite de régression, ce que le modèle nous dit qu'on aura, ça y est, c'est de 23,2825.
et 28,2, je dirais 23,25. Donc tu vois, entre la valeur qui a été observée et cette valeur qui a été, je ne veux pas dire prédite, c'est ce que le modèle nous dit, c'est pas une valeur prédite, c'est ce que le modèle nous dit simplement, ça y est, la valeur que le modèle nous renvoie, ça y est. Et comment on voit qu'il y a un écart, n'est-ce pas? Il y a un écart. C'est cet écart-là qui est le résidu. Et pour obtenir cela, on fait residual. C'est ça qui est ici. C'est ça qui est ici. Et residuals, ça y est. Et tu vas te rendre compte que chaque élément qui est là, c'est un peu comme une nouvelle fonction que tu peux prendre et puis travailler avec directement. Donc, tu écris simplement ici residual. Ça va te faire sortir un peu comme une commande. Tu prends ça de façon propre. Donc, tu fais residual fit. Et tu exécutes. Bon, là, ça commence pas à devenir long et on ne regarde pas, on ne voit pas bien l'entête. Je vais changer un peu ça. Je vais faire seulement l'entête. Montre-moi seulement l'entête. Pour que ce soit plus intéressant, quoi. Donc, je vais faire aussi ici head. Et on va faire ça pour qu'on puisse voir simplement l'entête et travailler avec directement. Donc, je vais faire mile per gallon. Je vais faire head ici. Et head ici pour qu'on puisse avoir tout sur les yeux. Donc on a le mile per gallon qui est là, c'est propre, ça y est. On a la valeur qui est et la valeur que le modèle nous donne, la valeur que le modèle nous estime qui est là. Et puis, et comment je vais dire là, on a le résidu qui est là, qui est de 2,28. Donc certainement si on fait 23,28 moins 21, on aura un truc de moins 2,28. Enfin, on aura un truc de moins 2,28. En valeur absolue, ça fait 2,28. Tu as compris de quoi il s'agit. Donc, c'est ça le résidu en réalité. Le résidu, c'est toujours l'écart qu'il y a entre la valeur qu'on a observée qui est là et ce que le modèle nous dit. Ça y est. Et puis, cet écart-là, ça y est, c'est ça qu'on appelle le résidu. Ça peut aller. Bien. Alors, maintenant, regarde ceci. Regarde, si je reprends rapidement le plot, je vais copier rapidement ceci. Je reprends rapidement le plot. On peut mettre notre droite de régression sur le plot en utilisant l'option AB-Line. Donc, si je fais AB-Line Fit et puis je fais ceci, tu vois, la droite de régression qu'on a, cette droite qui est là, elle apparaît ici. Bon, on peut la rendre un peu plus cool. Hein. Je vais utiliser la couleur rouge. Je vais mettre attention, je vais utiliser la couleur rouge. Je mets l'épaisseur de la ligne. Donc, on peut faire line width. Je vais mettre ça à 2. Regardez comment. Voilà, ça c'est un peu plus cool comme ça. Ça y est. Donc, voilà un peu notre droite de régression qui est posée sur notre modèle simple. Ça y est. Et tu vas voir que lorsque le poids, le weight est égal à 0, quand le poids est égal à 0, on a notre Y qui est de 30 et quelque chose qui va apparaître là. Voilà, c'est ce que le modèle nous dit. Et puis, ça se passe de tout commentaire. Est-ce que ça peut aller? Donc ça, c'est notre droite de régression qui est apposée proprement sur le modèle. Maintenant, lorsque la droite de régression est apposée, par exemple, pour un point donné, on peut identifier. Je vais prendre le premier point. On va prendre notre master. On va garder la master comme ça là. On va écrire test. Je peux l'identifier pour qu'on puisse regarder un peu comment ça se passe sur le modèle, quoi. Donc, je peux l'identifier et le ins, je peux regarder rapidement là. Wait. Le int, ça fait 2,62. Bon, je vais prendre ça à 2,52. 2,52 pour que ça décale un tout petit peu comme ça. Pour le y, on va prendre ça. Ça fait 21,0 là. Donc, je vais prendre, disons, 20,7. Ça y est. Et le label, on va mettre Mazda R4. Mazda R4 et je vais regarder diminuer un peu l'extension. Je vais mettre ça à 0,6 pour que ce soit pas trop grand, quoi. Voilà, ça apparaît là. Bon, mettons ça au bleu. La couleur bleu. Voilà, donc c'est ça. Et puis ça apparaît là. Donc tu vois, regarde, quand je prends ce point là, c'est le point là, la Mazda R4, quand le point est là, ça c'est la valeur qu'on a observée, c'est la valeur qui est là, c'est la valeur qui est observée. Ce que le modèle va nous dire, c'est quand on va prendre quand on va prendre weight, cette valeur qu'on va mettre dans la droite de régression, dans l'équation qu'on a qui est là, tu vois, on aura une valeur qui sera quelque part là. C'est ça qui fait les 23, quelque chose, les 21 qu'on a là, c'est quelque part là. Les 23, quelque chose dont on est en train de parler là, c'est quelque part là maintenant, tu vois.
Donc, entre ces 21 et ces 23 là, il y a cet écart qu'on appelle le résidu. Donc, sur le modèle, c'est ça qu'on appelle le résidu. Et pour avoir le résidu, il faut simplement faire notre Y, ce qui est là, moins ce qui est dans le modèle. C'est pour ça que ça nous donne une valeur négative ici. Tu vois, le résidu qu'on a ici, premièrement là. Où est ça, le résidu, notre résidu, tu vois, c'est une valeur négative que ça nous donne. Tu as compris ça? Ça peut aller. Donc voilà comment ça se passe de façon très simple. Et on regarde comme ça et on avance. Mais il y a plein de choses que tu dois encore savoir. Je te dis, quand tu as ton modèle qui est défini comme ça, regardons à nouveau notre modèle, faisons fit, ou bien faisons summary fit, ou bien regardons ici directement. Quand on a notre modèle qui est défini comme ça, tu vois, ici, on n'a pas les intervalles de confiance, alors que les intervalles de confiance sont très importants. Alors, pour pouvoir obtenir les intervalles de confiance dans R, on utilise simplement la fonction confint pour dire confidence interval, ok? Donc, quand je fais intervalle de confiance, je pars simplement fit, quoi. C'est pourquoi je te demandais au début de ne pas écrire le fit que ce soit très long. Enfin, le modèle dans la boîte dans laquelle tu es en train de mettre le modèle, il ne faut pas le faire trop long, quoi. Sinon, tu vas l'écrire plusieurs fois. Et on a donc fit qui apparaît là. Et on a l'intervalle de confiance pour notre intercept qui est là. Et l'intervalle de confiance donc pour notre variable, le ins, la variable, le coefficient de la variable ins, of course. Et c'est ça qui apparaît là. Maintenant, on peut déterminer le niveau, hein, on peut déterminer le niveau de notre intervalle de confiance. Par défaut, c'est 0,95. Si ton alpha, l'alpha que tu es en train de supposer est de, par exemple, 1%, tu peux faire 0,99. Donc, tu auras 0,5% de chaque côté. Ça, c'est très important de le souligner. Maintenant, si c'est par exemple type alpha que tu choisis à 10%, tu peux faire comme ça et puis avoir le résultat et de façon très convenable. Donc, je voulais te montrer que tu peux le faire comme ça. Ça, c'est un. Maintenant, tu peux aussi utiliser l'option prédite pour avoir l'intervalle de confiance autour de la moyenne et aussi avoir l'intervalle de la prédiction. Je te montre comment tu fais ça. Quand tu fais predict, ça y est, quand tu fais predict, tu fais fit. Et là, il faut forcément créer un data frame. Ça y est, donc je fais fit, je fais wait. Je suppose, et on va faire de l'interpolation et on va faire aussi de l'extrapolation. Je vais prendre 3, prenons 5 et prenons 7. Voilà, on fait comme ça. Et puis pour l'intervalle, donc c'est l'intervalle de confiance qu'on veut déterminer. L'intervalle de confiance autour d'une confidence. Il faut faire confidence. C'est confidence qu'il faut écrire en anglais, confidence. Et puis tu exécutes. Alors, regarde ce qui se passe ici. Je parlais tout à l'heure d'interpolation et d'extrapolation. Ça y est, l'interpolation, c'est quand tu es dans l'intervalle, enfin l'espace, le range que tu as ici. Donc ici, j'ai pris 3, j'ai pris 5, c'est dans ce range, n'est-ce pas? Mais 7, tu vois, 7 est carrément pas dedans. 7 n'est pas dedans. Donc, pour 3 et 5 ici, ça va être de l'interpolation. Et pour 7, c'est de l'extrapolation. On est d'accord, c'est de l'extrapolation. Bon, ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvrais pour faire ça. Donc, lorsqu'on va mettre 3 dans notre droite de régression, là, on aura la valeur de 21,25. C'est le fit qui nous apparaît. Pour 5, ce sera 10,56. Et pour 7, ce sera un truc de moins 0, et quelques. Tu vas voir que quand la droite va passer vers le bas, on sera déjà dans les moins ici. Donc, c'est moins 0, et quelques. Donc, pour les 3, on est quelque part là au niveau de 21 avec la droite pour 3. Et quand on passe à 5, on est quelque part là. Tu vois, ça tourne autour de 10, quelque chose là. Tu vois ça, non? Donc, et puis on a là les intervalles qui sont bien définis. Et puis tu pourras aussi déterminer l'intervalle. Tu pourras faire predict pour le predict, c'est l'intervalle de prédiction. Je ne sais pas si on le dit comme ça, de predict. L'intervalle de prédiction, c'est pas trop. Donc, on va dire frame. On fait la même chose. Je vais prendre les mêmes valeurs. Je vais prendre weight. Et ça va faire 3, disons 5 et disons 7. Mais dans ce cas, au niveau de intervalle, puisque c'est l'intervalle de prédiction que tu veux déterminer, tu vas écrire predict.
tu fais predict et puis tu peux déterminer ton niveau de confiance. Je ne sais pas si tu veux prendre ça à 0,99 par exemple, tu le fais. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que quand c'est la confidence, tu fais confidence, et quand c'est pour l'intervalle de prédiction que tu veux déterminer là, tu fais predict et tu as le bon résultat. Ça y est. Maintenant, il est très important. Je vais garder ici à 0, je vais enlever rapidement ceci là. Je vais enlever ceci pour qu'on puisse rapidement faire une comparaison là. 95, 95. On exécute. Je vais exécuter les deux. Regardez. Et on y va. Voilà. Donc, il est très important de comprendre la différence qu'il y a entre ces deux intervalles-là. Hein. Quand tu fais confidence, c'est autour de la moyenne. C'est que si, par exemple, on suppose que l'ensemble des véhicules a pour weight 5, ça veut dire dans notre modèle là, l'ensemble des véhicules a pour weight 5, ça y est. Et on veut trouver l'intervalle de confiance autour de la valeur qui sera prédite, donc de notre valeur qui est prédite là. Quand je prends 5, c'est 10,56. L'intervalle de confiance autour de cette valeur, donc c'est de façon moyenne, en moyenne. C'est ça au niveau du confidence, c'est en moyenne. Donc tu vois, quand c'est en moyenne, autour d'une valeur moyenne, l'intervalle de confiance est plus rapproché. C'est plus rapproché que si par exemple au niveau de prédite, je suppose que par exemple on a notre véhicule Mazda, la Mazda RX4 seule. Je suppose que c'est la Mazda RX4 que je considère, je dis que le poids de la Mazda RX4 est de 5. Si je suppose que le poids de la Mazda RX4 est de 15, quel sera son mile per gallon? Là, je ne me focalise plus sur l'ensemble, je me focalise juste sur une observation, un individu, on est d'accord? Dans ce cas, c'est un intervalle de prédiction que j'aurai. Et cet intervalle, la probabilité de faire des erreurs à ce niveau est beaucoup plus grande. Tu vois, non? Beaucoup plus grande. Donc, tu vas toujours te rendre compte que l'intervalle de confiance, ici, on voit 20,12 et 22,37. Tu vois, cet intervalle est... cet intervalle-là, si tu regardes ça, comment je vais dire, si tu regardes et l'amplitude de cet intervalle, tu vois, ça fait un truc de 2, je dirais 3 au plus, tout au plus, c'est au plus 3, on est d'accord, 2 ou 3 au plus, ça y est. Alors que regarde ici, l'amplitude ici, c'est de 14, quelque chose à 27, quelque chose, de 14 à 27, ça fait près de, c'est pas 10, 12, hein. Ça y est. Donc, tu vas voir que l'intervalle, le confidence est toujours plus précis que quand c'est autour de la moyenne, c'est toujours plus précis que quand tu prends juste une seule observation et que tu veux déterminer l'intervalle de confiance autour d'une seule observation. Il faut vraiment comprendre la différence entre donc le confidence qui est autour de la moyenne et le prédit qui est juste une observation. C'est autour d'une observation. On est d'accord? Donc, ces éléments-là sont très importants à comprendre pour pouvoir faire de la prédiction, donc de l'extrapolation quand il le faut, de l'interpolation quand il le faut, et puis tu pourras travailler avec ça. Et ça, c'est important. Maintenant, la dernière chose qu'il faut savoir, lorsque tu as fait ton modèle, on a regardé ici, le modèle, il est relativement bon, on a pu faire truc, on a pu regarder dans l'ensemble, il est bon, on a vu que le modèle est significatif et tout. Il faut maintenant faire du diagnostic. Ça y est, tu regardes le modèle et tu regardes dans l'ensemble, est-ce que c'est bon? Comment est-ce qu'on peut regarder? Pour pouvoir faire du diagnostic, on va utiliser l'option plot. Donc, je vais faire par MFRO pour ne pas aller 1 à 1, quoi. MFRO. Et puis là, on va faire, je vais prendre 2 lignes, 2 colonnes parce que c'est 4 plots qui apparaissent en fait. Je te montre, on ira directement. On va faire plot, on va pas tergiverser à ce niveau-là. On va faire fit. Attention, là, il y a une petite, il y a fait, je prends. Oh oui, bon, je prends. Qu'est-ce que j'ai évité en réalité, quoi. Donc, quand tu fais plot et fait au 1 à 1, là, ça te fait sortir les graphes au 1 à 1. On va reprendre ça. Je fais MFRO et puis on fait truc, voilà. Donc, ce qui était en train de sortir au 1 à 1 en réalité, là, c'est ça qui apparaît directement sur le graphe quand tu fais le par, quoi. Et donc, on regarde ici ce premier graphe. Ce premier plot qui est très important, c'est les fitted values, comme on l'a vu tout à l'heure, et les residuals. Donc, il nous dit deux choses très importantes, ce premier plot. Déjà, tu vois cette droite rouge là, elle nous parle un peu de la spécification du modèle. La spécification du modèle, ça y est. Et ce que on est en train de voir là, on a comme l'impression que ça fait un truc chiant parabolique, hein, ou bien c'est pour nous dire qu'on aura peut-être besoin de valeurs
polynomial. C'est qu'au lieu d'utiliser weight seul, on aurait pu utiliser weight au carré dans le modèle et ainsi de suite. Donc, on est déjà en train de passer dans un modèle de régression multiple. Je vais te montrer toutes ces choses-là la prochaine fois, tout simplement. Donc, il faut simplement remarquer que cette droite rouge qu'elle nous envoie, c'est pour nous dire un peu que et comment est-ce que la spécification est. Si c'était une spécification qui était totalement linéaire, on aurait eu un truc qui serait très proche de la linéaire comme ça, qui serait très proche de la linéaire comme ça. Ça y est. Donc ça, c'est une façon de regarder la chose dans l'ensemble. Maintenant, la deuxième des choses que ce plot nous enseigne aussi, c'est les points. Tu vois, les points, comment les points sont définis là. On a un peu comme l'impression que les résidus ne sont pas homocédastiques. C'est que les résidus ne sont pas cylindrés. On a un peu comme s'il y a du bruit dans notre résidu, s'il y a de l'hétérocédasticité dans ce modèle. Donc, on va réarranger les choses et puis faire les choses pour que ça puisse tenir la route. Ça nous dit déjà un peu dans ce sens-là. Ça peut aller. Je vais te dire comment tu fais ces choses-là en profondeur la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, c'est les deux leçons que ce graphe, enfin, ce plot-là nous enseigne déjà à ce niveau-là. Maintenant, ici, on a le norme QQ qui nous parle de la normalité des résidus. C'est une hypothèse qui est très forte et qui est très importante. Ça y est. Et on voit ici que les résidus ne sont pas très normalement distribués. Hein. Pas très normalement distribués. Si c'était normalement distribué, tout ceci aurait bien pu être sur la ligne, quoi. Ça devait être normalement proprement sur la ligne. Bon, ici on a ce plot aussi, le leverage sur le standardized residual. Ça y est, pour obtenir le standardized residual, c'est simple. Je vais revenir ici. Il faut faire seulement RStudent, et puis tu passes le modèle, donc tu fais RStudent fit, et puis il te renvoie les standardized residuals que tu peux utiliser maintenant dans le plot et prendre les valeurs de leverage et puis travailler avec. Alors, je reviens ici. Donc, ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est qu'on a la distance de Cooks qui est là. Bon, il y a certains auteurs qui disent qu'il faut regarder entre moins 3 et 3. Certains qui disent qu'il faut regarder entre moins 1 et 2. Je sais pas. Ça va dépendre du travail que tu as à la main et puis de ce que de l'ouvrage que tu utilises comme référence. Mais il faut déjà remarquer ici que on a la Fiat, Toyota, Chrysler et la Chrysler Imperial qui apparaissent tous ici comme étant un peu comme des outliers. Donc, ce graphe en réalité nous permet de regarder les outliers, de les identifier et de savoir comment se comporter avec quoi. Et puis c'est très important. Donc il va falloir faire un peu attention avec les variables, les observations Fiat, Toyota et Chrysler Imperial. Et puis pour pouvoir continuer par travailler en utilisant donc notre modèle. Donc voilà de façon un peu ramassée le modèle et de régression linéaire simple déjà depuis l'observation donc à l'analyse, au diagnostic et ainsi de suite en un ramassé. Voilà. Et lorsque tu as fini de travailler comme ça, tu vas pas oublier forcément de faire par MFRow. Ça y est, on va faire 1 pour ramener notre plot à 1 quand on va exécuter d'autres plots et puis on va faire détache credit et détache empty case pour détacher notre base de données. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.